Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bonjour Clara. Bonjour Estelle. Alors Clara, tu es la première que j'invite sur mon podcast Lawher. Ah, c'est un honneur alors d'intervenir dans ton podcast, je suis contente. Oui, en fait, c'est pas vraiment le format pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter de podcast. D'habitude, moi, j'interviens seule. Et en fait, je me suis dit que j'allais inviter donc des consoeurs pour qu'elles interviennent donc sur des pans de droit sur lesquels en fait moi j'ai pas l'habitude donc d'intervenir parce que évidemment je connais un peu, on va dire en général comment ça marche pour le droit des marques, mais si on veut aller un petit peu plus en profondeur, en fait moi ce que je fais c'est que lorsque j'ai des prospects ou des clients qui ont des problématiques en droit des marques, c'est que souvent je renvoie à des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler, et donc Clara qui est là aujourd'hui, c'est une personne avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc une avocate avec qui j'ai l'habitude de travailler et donc qui fait de la propriété intellectuelle. Donc, je pense que tu vas mieux parler de ton métier que moi. Donc, Clara, je te laisse un peu te présenter pour que tu nous expliques un peu ce que tu fais donc dans ton boulot de tous les jours et surtout, en fait, quel type de créateur d'entreprise et de créatrice d'entreprise tu as l'habitude d'aider. Oui, alors merci beaucoup Estelle. Donc oui, effectivement, donc moi je suis avocate depuis 6-7 ans maintenant. Je suis avocate donc en droit de la propriété intellectuelle. Donc ça c'est une spécialité qui est assez, on va dire, particulière, c'est-à-dire qu'elle porte vraiment sur tout ce qui relève de la protection des marques, des créations et de l'innovation au sens, on va dire, un peu plus large. Donc en fait, dans le cadre de mon activité, je conseille, je défends également parce que je fais beaucoup de contentieux, et puis j'assiste des créatrices, des créateurs également, entrepreneurs, des artistes, des sociétés également telles qui relèvent vraiment de tout secteur, parce que le droit de la propriété intellectuelle, ça concerne vraiment tout secteur, vraiment dans le cadre de la protection, de la valorisation et la défense de leurs marques, de leurs créations et de leurs innovations. Donc en fait, en quoi ça consiste exactement? Ça va porter donc à la fois sur les marques. Donc les marques, ce sont l'ensemble des signes distinctifs qu'on va vouloir protéger et déposer. C'est vraiment les signes sous lesquels on offre nos produits et nos services à la vente. Ça porte également donc sur toute la protection des créations, donc des œuvres qui sont elles protégées par le droit d'auteur, mais également sur la protection des dessins et modèles, ou qu'on peut appeler plus communément le design, qui eux également font l'objet d'un dépôt. Et puis également donc le droit de la propriété intellectuelle, ça va porter aussi sur des questions un peu plus annexes, qui sont relatives par exemple à des problématiques de parasitisme ou de concurrence déloyale. C'est lorsque l'on souhaite plutôt revendiquer en fait un monopole sur quelque chose qui en soi n'est pas nécessairement protégeable, parce que ça relève plutôt du concept ou de l'idée, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui pour nous a une valeur économique qui est vraiment déterminée parce qu'on a beaucoup investi dessus, on a investi du temps, de l'argent, et donc on souhaite à s'opposer en fait à ce que nos concurrents reprennent cette valeur économique. Donc le droit de la propriété intellectuelle, ça englobe vraiment tout ça. Ouais, alors du coup, Clara, je te coupe parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Parce que tu sais, moi, quand sur Instagram ou quand on a des prospects ou quand, tu sais, je fais du networking auprès donc des créateurs ou des créatrices donc d'entreprises. Alors souvent, en fait, elles ont un réflexe, donc c'est de se dire très, très vite: «Oh là là, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je dépose donc vite ma marque». Mais souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'elles savent pas trop pourquoi il faut le faire. Et en fait, là, où est-ce que j'aime bien l'introduction que tu viens de faire, c'est que tu parles vraiment donc de la valeur économique et en fait de la valorisation. Tu vois, C'est ça. C'est vraiment l'aspect économique que tu mets en fait en avant et que je trouve pour le coup très intéressant, parce qu'en fait tu te rends compte que tout ça en fait c'est un aspect un peu vénal et financier, et que si en gros tu ne le fais pas, c'est que c'est vraiment un manque à gagner
pour tous ces créateurs et créatrices d'entreprises. Donc, pour le coup, je trouve ça assez intéressant donc de le faire. Et clairement, on voit bien avec la présentation que tu viens de faire, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça parce que il y a vraiment plein de pans et de comment dire, de domaines dans lesquels en fait, tu te rends compte au final qu'il y a vraiment beaucoup de droits sur lesquels il faudrait faire attention. C'est ça. En fait, le droit de la propriété intellectuelle, ça touche vraiment tous les secteurs, que ça aille du secteur médical au secteur dans le commerce, enfin, c'est vraiment la mode, les bijoux, etc. Tout est concerné, en fait, par des problématiques de protection. Mmh. Donc, on parle au sens plus général des actifs immatériels. Et ça, effectivement, pour n'importe quelle société, que ce soit une toute petite société ou que ce soit une énorme société, ces actifs immatériels, ils ont de l'importance et ça génère de la valeur. Oui. Typiquement, si on dépose une marque, si notre marque devient connue, si un jour, par exemple, on souhaite, je sais pas moi, la donner en licence à quelqu'un pour que quelqu'un, dans le cadre d'une collaboration, pour que cette personne puisse vendre des produits sous notre marque, donc brandés par notre marque, donc cette personne peut-être potentiellement sera intéressée parce que notre marque est connue, Oui. il va devoir nous reverser des redevances, donc ça génère de l'argent. Idem avec des créations. Lorsque l'on crée des œuvres, des créations, que l'on les cède ou que l'on les donne en licence à quelqu'un d'autre, on peut demander des droits d'auteur ou des royalties en anglais du fait de l'exploitation de ces créations. Donc c'est en ça où c'est toujours très important de pouvoir un peu se prendre le temps de réfléchir en amont sur les méthodes et sur les façons dont on peut protéger en fait tout ce que l'on a pu créer pour le valoriser au mieux. Oui, parce que et là, c'est où est-ce que vraiment je trouve que c'est très intéressant sur cette question de valeur, c'est parce que tu vois, moi, en fait, je fais aussi des cessions et des acquisitions Mmh. de sociétés. Et en fait, tu te rends compte, par exemple, quand tu audites une société que tu veux racheter ou céder, en fait, tu vois bien au bilan, tout de suite, on regarde si tu as de l'actif immatériel. Et typiquement, en fait, en réalité, une marque, si tu la déposes et que tu l'exploites, elle peut être valorisée. Donc, C'est c'est ça. un peu ce que tu nous expliques au final avec ton intro. Et puis, pour le coup, comment on fait pour que ce soit bien valorisé? Moi, tu vois, j'ai vraiment une question par rapport à ça parce qu'évidemment, moi, je parle souvent de sous, hein. Enfin, je pense que tu dois le savoir. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, on va prendre, un exemple un peu, classique, tu vois? Notamment sur, un dépôt de marque. C'est vraiment une question qu'on me pose souvent, tu vois? Donc tu as la créatrice d'entreprise, donc elle veut, on va prendre un exemple, voilà, elle, fait des produits de beauté. Mmh. Donc, comme toutes les techniques marketing, en fait, avant même donc de lancer son produit, elle va se créer donc une page Instagram parce que aujourd'hui, si tu as pas de page Instagram et que tu veux réussir, je pense, à vendre une marque de produits de beauté, ça reste quand même assez compliqué. C'est quand Mmh. même, je pense, le réseau le plus intéressant et sur lequel vont se mettre quand même les 3/4 donc de créateurs de produits de beauté. Et ce qui se passe, c'est qu'ils créent donc le compte Instagram. Ils vont donner donc un nom au compte et en général, ça va être leur marque au final. Et tout ça est fait très, très vite. Toi, quelle est ta recommandation lorsqu'il s'agirait en fait donc de se dire bon voilà, si tu crées déjà du contenu, parce que déjà créer du contenu, ça prend du temps. Sous cette marque, qu'est-ce qui se passe si, tu la déposes pas et en réalité, quel est surtout le bon timing, en fait, pour le faire? Parce que, en fait, on ne sait pas, peut-être qu'on a créé un compte et qui ressemblerait en réalité à un autre compte et pire, qui ressemblerait en fait à une marque qui aurait été déjà, déposée. Donc toi, en fait, c'est quoi tes recommandations si, par exemple, demain, effectivement, on a, une entrepreneuse qui décide de créer un compte comme ça et en fait, bien évidemment, la question du nom va se poser. Ouais. Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que la problématique, c'est que, enfin, souvent, la majorité des personnes ne se posent pas ces questions dès les prémices, en fait, de la création de leur activité et se Ouais. posent ces questions soit lorsqu'elles sont déjà un petit peu avancées ou même parfois même lorsqu'elles ont déjà des problématiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc déjà une marque, ça se dépose. Ça se dépose auprès d'un office, donc en propriété industrielle. Donc en France, il s'agit de l'INPI. Et une marque est Mmh. protégée donc au niveau du territoire. Donc si elle est protégée, si elle est déposée auprès de l'INPI, elle sera protégée uniquement en France. Pour que la Mmh. marque en fait soit protégée,
il faut qu'elle réponde à certaines conditions et notamment, à la condition de disponibilité. C'est-à-dire que la marque que l'on va choisir, il faut qu'elle soit disponible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit déjà exploitée par un concurrent, enfin par quelqu'un d'autre pour désigner le même type de produit ou de service que nous souhaiterions donc viser par notre marque. Et il faut qu'elle soit également distinctive. Distinctive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle D'accord. décrive directement les produits et les services qui vont être désignés par cette marque ou l'une de leurs caractéristiques. Donc en fait, D'accord. avant, moi, vraiment mon premier conseil, lorsqu'il y a des gens comme ça, des personnes qui souhaitent développer leur activité, c'est déjà de ne pas trop se précipiter à vouloir à tout prix communiquer sur sa marque, mais déjà de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que mon signe est suffisamment distinctif? Souvent, d'un point de vue marketing, on peut considérer que des signes qui décrivent notre activité vont peut-être être mieux perçus par les consommateurs, parce que les consommateurs C'est vont vrai. immédiatement comprendre de quoi on parle. Malheureusement, ce type de marque, en fait, nous, on appelle ça des marques faibles, c'est-à-dire que c'est des marques qui ne vont pas avoir beaucoup de force, beaucoup d'impact. En fait, c'est-à-dire que D'accord. on ne peut pas, lorsqu'on a une marque, on a un monopole sur le mot que l'on choisit, sur le nom sur le nom de notre marque ou sur notre logo. Et donc, si on choisit un mot qui est trop descriptif, c'est-à-dire qu'en fait, on va revendiquer un monopole qui devrait finalement rester à la libre disposition de l'ensemble de nos concurrents. Typiquement, Mmh. si on crée une marque, par exemple, de jeans, on ne pourrait pas déposer comme nom de marque Blue Jean parce que c'est trop descriptif des produits que l'on vend et l'ensemble de nos concurrents doivent être à même de pouvoir exploiter ce terme Blue Jean dans le cadre de leur activité. Donc sans ça, en fait, il faut vraiment essayer en amont de réfléchir à un nom qui soit suffisamment distinctif pour se dire, OK, personne ne pourra valablement exploiter ce mot et je ne vais pas être gênée par des gens qui vont utiliser des mots qui sont assez semblables aux miens parce qu'ils en ont le besoin dans le cadre de leur activité. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a trouvé OK. son nom de marque, c'est Mmh. vraiment donc s'assurer qu'elle est disponible. Donc ça se fait par alors c'est des choses qui sont parfois un peu techniques, mais ce qui s'appelle par des recherches d'intériorité, c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse en fait déposer sa marque en toute sérénité et qu'on puisse par la suite l'exploiter. Et donc de veiller en fait à ce que personne un jour ne puisse nous opposer le fait que il ou elle est titulaire d'un signe identique ou similaire à la marque que l'on exploite aujourd'hui. Donc une fois que l'on a ensuite, par la suite, vérifié si notre marque était bien disponible, moi mes préconisations, c'est toujours veiller à déposer sa marque avant de communiquer dessus. Donc c'est vraiment de la déposer auprès de l'INPI et une fois qu'elle est bien protégée, de pouvoir commencer à communiquer, et à l'exploiter, c'est-à-dire à vendre des produits, des services sous le nom de cette marque, à promouvoir ses produits, etc. Ah, c'est hyper intéressant, Clara, ce que tu, expliques. Parce que tu vois, tu te rends compte que là, il y a vraiment une problématique entre, comment c'est perçu d'un point de vue marketing. Parce que tu vois, en fait, c'est des techniques de vente, hein, avant même que le produit, soit en gros disponible. Moi, je vois beaucoup de marques en tous les cas sur Instagram, c'est un peu comme ça que ça marche ou bien même en fait, des freelances, hein, qui vendraient, d'autres produits. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent déjà et en fait, toute cette recherche d'antériorité, donc l'aspect un peu technique, un peu légal, en fait, a été mis de côté et en fait, je te pose cette question, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques temps de cela, en fait, on va faire un cas pratique, Clara. J'ai une entrepreneuse donc, qui m'a contactée donc en MP sur, Instagram et elle m'explique que pour le coup, elle a commencé à communiquer sur, son produit, service. Je ne sais plus exactement ce qu'elle vendait, mais en gros, sa problématique, c'est que elle avait fait toute une campagne de communication et en fait, elle a fait de la création de contenu pendant, 9 mois Mmh. et il s'avère qu'au bout de 9 mois, elle s'est pris en fait, une mise en demeure de la part d'un cabinet d'avocats lui, interdisant, donc de retirer en fait, purement et simplement, son compte Instagram parce que, la marque sous laquelle en fait elle communiquait, en gros, viendrait en fait au droit donc, d'une autre, entrepreneuse. Donc en gros, de ce que je comprends, tu ne recommandes pas d'utiliser une marque sans avoir fait les vérifications?
C'est ça. Là, en fait, je recommande 2 choses. La première, c'est effectivement de ne pas exploiter, ne pas foncer tête baissée Oui. en communiquant sur un signe que l'on aurait choisi au seul motif que voilà, il nous intéresse, et cetera, qu'il paraît, qu'il sonne bien. Non, il faut vraiment, avant de choisir un signe, de se poser les bonnes questions, à savoir si effectivement il est bien disponible et s'il est bien distinctif. Parce que la problématique dont tu viens de me parler, c'est quelque chose qui malheureusement arrive très très couramment. Moi, j'ai beaucoup de clientes comme ça qui viennent me voir en me disant voilà, j'exploite ce signe depuis X années, je suis connue sous cette marque, enfin voilà, je vends tous mes produits sous cette marque, c'est ma marque phare. Et aujourd'hui, je viens de recevoir effectivement cette fameuse lettre de mise en demeure de la part d'un cabinet qui me dit que finalement cette marque, en fait, il s'agit d'une contrefaçon d'une autre marque parce que leur cliente serait titulaire de droits antérieurs sur un Mmh. signe qui n'est pas nécessairement identique à la marque, mais qui est, on va dire qu'il est très similaire. Donc, c'est-à-dire que les 2 signes sont tellement proches que les consommateurs, en fait, risquent de les confondre. Donc, Oui. ces 2 signes engendrent un risque de confusion. Et quelle est la problématique dans ce type de situation? C'est que si effectivement les 2 signes sont suffisamment proches, qu'il existe un risque de confusion, le titulaire de la marque antérieure pourrait être en mesure, en fait, de solliciter de la part donc de cette entrepreneuse qu'elle arrête immédiatement l'exploitation de son site et Oui. donc par conséquence qu'elle lui demande aussi de supprimer tout le contenu qu'elle a pu réaliser autour de cette marque. Donc ça va aussi bien de la Ah oui. communication digitale, donc la Ah ouais. suppression de l'ensemble des posts Instagram, la suppression de toutes les mentions qui font sur lesquelles figure ce signe, donc sur son site internet, etc. Mais parfois ça va même aussi plus loin. Puisque, par exemple, je sais pas, si on vend des produits, il y a tous les packaging qui vont avec, Ah sur oui. lesquels figurent les Ah oui, marques. oui. Donc, ça veut dire qu'il faut stopper la production des packaging. Enfin, voilà. Ah oui, oui. Donc, après, ça peut avoir des conséquences. Donc, aussi bien d'un point de vue communication, parce qu'après, il faut retravailler sur une nouvelle marque, il faut Mmh. recommuniquer auprès de nouveaux consommateurs, enfin, de notre clientèle sur cette nouvelle marque, mais également financier, parce que ça engendre des coûts. Donc, c'est en ça où il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux toujours, en fait, se poser les bonnes questions dès le début plutôt que de devoir en fait être contraint à changer subitement de marque parce que voilà, il y a cette difficulté. Et le deuxième point, c'est effectivement déposer sa marque assez rapidement parce qu'en fait, tant qu'elle n'est pas déposée auprès de l'INPI, Oui. notre signe n'est pas protégé. Donc si D'accord. entre-temps on a un concurrent qui exploite ce signe, finalement on ne pourra pas vraiment nous opposer à cette exploitation parce que légalement on ne détient pas de droit sur cette marque. D'accord. Alors tu vois, en fait, je trouve que, encore une fois, c'est hyper intéressant les conseils que tu donnes, hein. Parce que en fait, la difficulté, forcément parce que moi je fais de la création d'entreprise Mmh. et tu te rends bien compte que le souci quand même au début, c'est que, en fait, tu as beaucoup de créateurs d'entreprises qui vont faire un peu l'impasse Ouais, sur toutes ces dépenses, on va dire, donc juridiques malheureusement. Et au final, on se rend compte que c'est des économies qu'il ou elle pensait faire et qu'en réalité, ça peut engendrer des pertes financières encore plus, importantes. c'est ça. OK. Bon, voilà, hein, vous, auditeurs et auditrices, surtout auditrices, hein, je pense, donc écoutez donc le podcast, on vous aura, donc prévenu. C'est juste qu'on se paye, en fait, c'est des investissements. C'est sûr que la difficulté lorsqu'on crée une entreprise, c'est qu'il y a tellement de coûts Oui. en amont et qu'on n'a pas nécessairement à ce stade beaucoup de trésorerie. Après, voilà, ces démarches, en tout cas, pour protéger sa marque et pour s'assurer que c'est un signe qui puisse être légalement protégé à titre de marque et qu'il n'y ait aucune difficulté derrière, c'est des démarches qui doivent être faites en amont, mais une fois qu'elles sont réalisées, après, en principe, il n'y a plus de difficulté derrière. Et donc, l'intérêt, c'est que par la suite, on sait qu'on va pouvoir exploiter sereinement notre marque, on va pouvoir la valoriser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer dessus, créer toute notre identité de marque autour de cela. Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'une marque va être valorisée, parce que plus elle sera exploitée, plus elle va être connue par le public, plus elle va être ancienne, etc., plus elle vaudra de l'argent, en fait. Oui, OK. Alors, moi, je vais être très pragmatique parce que tu sais, j'aime bien être pragmatique. Mmh. Enfin, je pense que tu me Tu connais un raison. petit moment quand même. Alors, combien ça coûte, tu vois, enfin, vraiment pour que les créateurs et créatrices d'entreprises qui n'auraient pas déjà, fait tout cet exercice, donc de recherche d'antériorité, et tout, pour qu'on sache concrètement, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de budget et de trésorerie, pour savoir en fait, ce qu'il faudrait qu'ils mettent en fait un peu de côté pour,
budgétiser un petit peu, tu vois, dans leur business plan? Comment, en fait, est-ce que tu as, un ordre d'idée? Alors, c'est une bonne question. Après, c'est une question pour laquelle il m'est difficile de répondre à ce stade parce que ça dépend de quand même de pas mal de choses. La première des choses, c'est en fait, quelle est la stratégie de marque? C'est-à-dire que, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, une marque est protégée au niveau du territoire. Ah oui. Et donc, soit on la protège uniquement en France, ou si on se dit, voilà, moi je vais exporter mes produits ou je vais offrir mes services à l'étranger, par exemple en Belgique, en Italie, en Espagne, bah dans ce cas-là, il ne faut pas protéger sa marque qu'en France, mais il faudra les protéger sur d'autres territoires, donc sur les territoires qui sont concernés. Et donc dans ce cas-là, il peut être intéressant de protéger sa marque au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une marque, on appelle ça une marque de l'UE. Et donc là, typiquement, les coûts sont distincts parce que une marque française sera moins chère qu'une marque de l'Union européenne parce que sa portée sera moins importante. Mmh. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en considération. Après, si on se concentre sur une marque qui est protégée uniquement en France, les coûts qui sont obligatoires, il va y avoir la taxe qui doit être payée auprès de l'INPI, donc c'est la taxe de dépôt de la marque. Cette taxe, elle est réglée au moment du dépôt, donc lorsqu'on réalise toutes les formalités. Alors d'un point de vue très concret, elle est de 190 € pour une classe. En fait, lorsqu'on dépose une marque, on doit choisir des classes. Donc on doit choisir les produits et services sous lesquels notre marque est déposée. Et donc, il y a un forfait minimum de 190 €, et puis au-delà, on doit régler 40 € par classe supplémentaire. Donc ça, c'est la redevance, enfin la taxe, pardon, qui est prélevée par l'INPI au moment du dépôt. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas se précipiter non plus pour faire le dépôt, parce que, en fait, donc on va choisir des produits et des services. Donc on va dire, voilà, je dépose telle marque pour de l'événementiel, pour des services de, je sais pas moi, de restauration, etc. Mais une fois que le dépôt est réalisé, on ne pourra plus rajouter de nouveaux produits et services. Donc si finalement on se dit, ah mais non, mais en fait ma marque elle ne va pas désigner que ça, mais elle va désigner aussi d'autres types de services, je n'y avais pas pensé, il faudra reprocéder à un nouveau dépôt, donc il faudra repayer à nouveau une nouvelle taxe. Ah oui, donc en gros, faut quand même, en fait, réfléchir un peu en amont, ce Voilà, que tu expliques, donc par rapport, en fait, à ta comme tu dis, à ta stratégie c'est ça, une de stratégie de marque, marque. c'est ça. Et la stratégie, en fait, en gros, de développement que tu envisages pour, l'activité, de ton entreprise, C'est si je ça. comprends bien? Moi, ce que je D'accord. conseille souvent à mes clients, c'est d'essayer de se projeter, alors peut-être pas à trop long terme, mais peut-être sur les 2, 3 prochaines années, Mmh. pour essayer de cibler à peu près, voilà, quel type de produits et services pourraient être désignés sous leur marque. Souvent, par exemple, moi, je vais avoir des clients qui vont, je sais pas, moi, qui vont se spécialiser dans la vente de tel type ou type de produit. Par exemple, je peux avoir des clients de produits, je sais pas moi, qui voulaient se spécialiser dans la diffusion de podcasts, la production de podcasts, etc. Donc, ce sont plutôt des services. Mais par exemple, ils voulaient réaliser des podcasts sur des thématiques particulières et ils se disaient, mais c'est marrant, peut-être à plus long terme, je pourrais organiser, je sais pas moi, des événements qui sont liés à ces thématiques. Oui. Ou je pourrais écrire un bouquin, être amenée à écrire un bouquin sur les thématiques qui sont visées par mon podcast. Donc ça Oui. pourrait être d'autres produits ou services qui, à ce stade, D'accord. ne rentrent pas dans l'activité de la société à proprement parler, mais qui pourraient voilà, être désignés par cette marque. Donc c'est bien D'accord. effectivement de toujours un peu se projeter. Et donc pour en revenir au coût, donc ça c'est vraiment le coût la taxe qui est incompressible, enfin le montant qui est incompressible. Et après, si on fait appel par exemple à un conseil, un avocat ou un conseil en propriété industrielle, donc ça c'est des personnes qui sont également spécialisées en dépôt de marque. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est donc les recherches d'antériorité. Mmh. Alors ça, les recherches d'antériorité, c'est vraiment difficile pour moi parce que ça dépend vraiment du nombre de classes qui sont désignées, etc. Et voilà, réfléchir après, se faire aider peut-être sur la rédaction du libellé, donc de marque, D'accord. OK. et puis également sur le signe pour prendre conseil sur est-ce que effectivement le signe que l'on souhaite choisir Oui. répond bien aux conditions de protection d'une marque. D'accord. Non, mais tu vois, enfin, Clara, en réalité, enfin, moi, de ce que tu m'expliques, moi, si demain je devais déposer une marque, en tant que créateur, en réalité, il faut avoir quand même un peu tous ces réflexes et faire appel à un conseil, c'est, limite obligatoire parce qu'en fait, c'est très complexe en termes de législation et puis, tu te rends bien compte qu'il y a ne serait-ce que sur cette question, tu vois, de recherche d'antériorité qui est un peu technique, on se rend compte que en réalité, ça dépend
donc de ton signe distinctif et en même temps, ça va dépendre du nombre de classes, de produits et de services sous lesquels, en fait, tu vas, vouloir déposer la marque que tu envisages de déposer. Donc c'est pour ça que on se rend bien compte que, du coup, c'est pas aussi simple qu'on, ne pourrait le croire. Enfin moi, c'est un peu l'impression que j'ai, en tous les cas, quand, je vois ça. Alors si, du coup, c'est drôle parce que maintenant j'ai une autre question, Ouais. liée aussi un peu, du coup, à, tu sais, par exemple, quand tu crées un site, forcément, ça va être un peu en lien avec ta marque. Donc, quand tu achètes un nom de domaine et tout, je suppose que de la même façon, il faudrait aussi faire cette recherche d'antériorité? Alors effectivement, de toute façon, tout ce qui relève des signes distinctifs, donc ça va aller du nom de domaine au nom de la société, au nom commercial, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas déjà exploités effectivement par des sociétés. Enfin par quelqu'un ou par une personne physique, je veux dire, ou une personne morale. Oui, Donc après, en termes de nom de domaine, ça peut se faire. Il y a des sites qui proposent, par exemple, lorsqu'on tape le nom d'un nom de domaine, de s'assurer que ce nom de domaine est bien disponible. Donc déjà, ça peut être un premier levier d'action, enfin qui nous permet juste de faire cette petite vérification. Après, par rapport au nom commercial et au nom de la société, ça, c'est un peu comme la marque. C'est un peu plus, peut-être un peu plus technique parce qu'il faut regarder par rapport à l'activité de la société, etc. Il y a des petites recherches quand même à réaliser oui. par rapport à cela. D'accord, OK. Est-ce que je mettrai dans le descriptif, peut-être de l'épisode, tu sais, les sites qui permettent de regarder les noms de domaine, hein. Tu Mhm. pourras peut-être me les transmettre comme ça Oui, pour que bien les sûr. auditeurs, puissent, un peu, regarder, comment ça fonctionne, ne serait-ce qu'en termes de nom de domaine. Parce que C'est enfin, ça. moi, je te pose la question par rapport au site, mais en fait, on se rend compte que quand on parle d'exploitation, c'est vraiment exploitation au sens large. Donc ça, c'est pas parce que, tu as un site internet, tu as une société, tu as un compte Instagram, tu as un compte LinkedIn, peu importe, même sur TikTok, en fait, il y a pas de la question ne se pose pas. En fait, tout ça doit être vérifié en amont, sous peine donc de payer pas mal de sous. En gros, C'est je comprends ça. que c'est un peu ça. Alors, en gros, pour résumer un petit peu, c'est que, en fait, par rapport à la marque, si jamais notre marque, elle est très identique ou très similaire à une marque antérieure, ça rentre dans la case de pratiques contrefaisantes. Donc, on D'accord, considère qu'il y a une contrefaçon. Par contre, si on a enfin une société, on va dire concurrente, a une dénomination sociale, donc c'est le nom de sa société, un nom commercial ou un nom de domaine qui est très proche des signes que l'on exploite, là, il pourrait agir sur le terrain de la concurrence déloyale. C'est-à-dire d'accord, il devrait démontrer qu'il peut potentiellement exister un risque de confusion entre son activité, qui est désignée sous tel et tel signe, avec nous, le nom de notre société, de notre nom commercial ou de notre nom de domaine, parce que les consommateurs, en fait, typiquement en tapant les deux noms de domaine, par exemple, dans la barre de recherche, vont tomber sur ces deux sites. Ces deux sites sont concurrents parce qu'ils proposent les mêmes produits ou les mêmes services, et donc ils ne sauraient plus sur quel site aller et quel site d'accord. correspondrait à telle société. Oui, oui, Et, oui. voilà. Oui, Et après, ça va également aussi en termes de visuel, quand on parle de concurrence déloyale, lorsque, par exemple, il va y avoir deux sites, même s'ils n'ont pas nécessairement les mêmes noms, mais que visuellement, ils se présentent, on va dire, de la même manière, etc. Si jamais, voilà, il peut y avoir aussi également un risque de confusion de la part, auprès du consommateur, qui penserait aller sur un site, alors que finalement, il irait sur un site concurrent. oui, donc en gros, faut quand même, faire quand même bien attention et on se rend bien compte que, en fait, on a souvent envie de se précipiter, je pense, en tant que créateur, d'entreprise sur tout ce qui est com, parce que très vite, on va penser au site, au compte Insta, mais on se rend compte quand même, il y a quand même pas mal de boulot à faire en amont, avant de pouvoir concrètement exploiter tous ces différents canaux donc d'acquisition de clientèle. C'est un peu, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Alors après, en fait, moi, mon conseil, c'est d'essayer on va dire pas d'innover, mais de se singulariser au maximum. Donc de ne pas Mmh. trop s'inspirer de ce qui se fait,
de ce qui se pratique. Faut Donc être pas original, faut être voilà, original, c'est un être peu l'idée. original. Donc Ouais. avoir une marque qui soit distinctive, donc c'est-à-dire qui soit arbitraire. Plus ça sera un terme inventé et arbitraire, plus on aura de chances d'être le seul sur le marché. Donc déjà, en plus, même nous, ça va nous permettre de se différencier de tous les concurrents. On sera immédiatement perceptible par le client, etc. Après, pareil, par rapport à toute la communication visuelle, de ne pas trop s'inspirer de ce que fait la concurrence, d'essayer de trouver en fait d'apporter notre propre patte artistique, etc. Et Mmh. même en termes de valorisation, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est extrêmement important parce que plus on arrivera à se distinguer de ce qui se fait sur le marché, plus on réfléchira en termes d'identité visuelle, en termes oui, surtout d'identité visuelle, à essayer de faire quelque chose qui est vraiment, j'aime pas dire le mot original, mais quelque chose qui est vraiment spécifique à notre activité, plus on pourra en fait vraiment se reposer là-dessus. Et si jamais, par exemple, il y a des gens qui s'inscrivent, d'autres concurrents qui s'inscrivent un peu dans cette même identité visuelle, on pourra même nous de notre côté s'opposer à ce que eux s'inspirent en fait de ce que nous on propose, parce que c'est vraiment notre propre valeur économique. Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, en réalité, quand tu crées quelque chose, oui, toi, t'aimes pas trop le mot original, moi, je l'ai utilisé. Je précise, c'est que l'originalité, en fait, c'est la condition phare pour que Ah oui. quelque chose soit protégé par un droit d'auteur, c'est Ah pour oui, ça. d'accord. Oui, je comprends. Non, mais oui, non, mais dans le sens, en fait, c'est les gens, les créateurs d'entreprises ont tout intérêt à faire vraiment quelque chose de distinctif par rapport aux autres. En fait, ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, bêtement, moi, en tant que consommatrice, évidemment, moi, si c'est quelque chose qui sort un peu donc de ce qu'on a déjà vu, j'ai quand même plus envie, ne serait-ce que d'un point de vue économique, donc d'aller regarder ce que fait cette nouvelle marque et potentiellement, je suis une cliente. En fait, au-delà de cette problématique de marque, même moi, oui, ça me donne envie plus, d'acheter chez cette personne parce que ça va un peu sortir de l'ordinaire. C'est un peu cette idée. C'est ça. Et après, ça va donc aussi bien l'identité visuelle que les packaging, que les produits offerts, etc. C'est vraiment, en fait, essayer de se distinguer de la concurrence. Et plus on va réussir à se distinguer de cette concurrence, plus on sera, en fait, immédiatement identifiable par les consommateurs. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de capitaliser sur toute cette identité visuelle, sur tous les éléments qu'on a pu concevoir. Et c'est ça qui permet de conférer une vraie valeur économique, en fait, à toute notre... donc pas uniquement au regard des produits que l'on vend, mais au regard de l'ensemble de l'univers, on va dire, et de notre Oui, identité. oui, d'accord, non, mais c'est très intéressant. Mais alors après, moi, j'ai un peu alors je sais pas toi ce que tu en penses parce que toi, tu fais de la propriété intellectuelle, mais c'est vrai que souvent, cette question de, tu vois, un peu sortir de l'ordinaire, c'est un peu complexe parce que sur Instagram, moi, j'ai un peu l'impression que, tu vois, tout se ressemble un peu Mmh, plus ou moins, tu vois? ouais. Parce qu'on s'inspire un peu des uns et des autres, néanmoins. OK, mais ouais, je conçois très, très bien, cette question, en fait, donc de créativité, d'être entre guillemets «original», parce que tu n'aimes pas le terme. Mais bon, OK et le temps, file donc alors, dernière question en fait, Clara. On en a un peu déjà parlé mais est-ce que tu aurais en fait des recommandations si par exemple, tu as, une créatrice ou un créateur d'entreprise qui souhaiterait, pour le coup déposer sa marque seul? Est-ce que tu aurais des recommandations, toi, à faire en dehors de voilà, s'ils souhaiteraient le faire tout seul, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, s'il souhaiterait le faire tout seul, moi, mon premier conseil, ça serait d'aller visiter le site de l'INPI. D'accord. Donc le site de l'INPI, tu pourras donner les références, je pense peut-être en bas de l'épisode. C'est vraiment donc l'INPI, c'est l'office auprès duquel les marques sont déposées, et donc tout se fait en ligne. Les dépôts se font en ligne sur le portail de l'INPI, et le site de l'INPI est très bien fait à cet effet, ce qui donne beaucoup de conseils. Ils expliquent exactement voilà qu'est-ce qu'une marque, comment la protéger, toutes les étapes pour la protéger. Personnes qui travaillent à l'INPI sont assez réactifs aussi, ils peuvent répondre aux questions des gens, D'accord. donc on peut les contacter sans difficulté. Donc moi, je pense que vraiment, ça serait voilà, se fier aux informations qui sont fournies sur le site de l'INPI. Et Oui. puis après, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, si on veut vraiment voilà, s'épargner peut-être des difficultés par rapport au fait que est-ce que ma marque va être suffisamment distinctive, est-ce que je vais suffisamment avoir un signe qui est suffisamment distinct de tout ce qui se fait sur le marché et que je ne vais pas risquer un jour de me prendre une lettre de mise en demeure par quelqu'un qui a une marque très proche.
c'est d'essayer de trouver le mot qui soit peut-être le plus, c'est ça, le plus distinctif, donc le plus arbitraire. Donc D'accord. peut-être trouver un mot qui soit inventé, réfléchir aussi peut-être à un logo qui soit assez atypique, donc de D'accord. déposer ce logo. Enfin voilà, c'est vraiment plus on a quelque chose d'innovant, plus on peut potentiellement on peut se dire qu'on sera les seuls à avoir ce mot ou ce signe, et Oui. donc potentiellement on n'aura pas de difficulté à pouvoir l'exploiter par la suite. Oui, oui, parce que c'est ça, en fait, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement, le logo se dépose. Donc Oui, en réalité, quand on fait appel à un freelance, une entrepreneuse fait appel à un freelance pour travailler sur son logo, ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent se déposer, c'est ça? c'est ça. En fait, on peut protéger plein de choses à titre de marque. On peut déposer un logo, un mot, donc une marque, on appelle ça une marque verbale, donc c'est vraiment le nom de la marque. On peut déposer des couleurs aussi, si c'est vraiment une D'accord. couleur, tu vois, par exemple, alors je sais plus si elle est vraiment protégée ou pas, je pense. Tu vois, le violet de Milka, des chocolats Milka. Ah oui, Bah non, ça, mais c'est tout une à couleur, fait. tu vois, qui est très distincte, enfin on perçoit immédiatement que c'est du chocolat qui provient de cette marque. Je viens de visualiser le violet, Voilà. comme quoi tu vois, en fait, il y a plein de choses qu'on peut déposer et parce que je Oui. viens de visualiser quand même dans mon cerveau le violet, du chocolat, Milka quand même, donc non mais d'accord, OK, Tu peux déposer parfait, également des marques sonores, donc ça va être des jingles. Tu peux d'accord, déposer des slogans. ouais, Tu peux déposer des œuvres multimédia. Enfin, tu peux déposer des œuvres 3D également. Donc, les œuvres 3D, les marques 3D, pardon, ce sont des marques, on appelle ça des marques tridimensionnelles. Donc, c'est la forme du produit. Si la d'accord. forme du produit est vraiment atypique et elle est perçue immédiatement, tu prends par exemple le petit Playmobil, le petit personnage Ah oui, Playmobil, mmh. tu n'as pas besoin de le voir dans son packaging avec écrit Playmobil au-dessus pour comprendre que c'est un petit personnage Playmobil. Voilà, ça Ah oui. c'est une marque. C'est vrai que déposer même au loin, on sait que c'est un personnage Playmobil, donc Voilà, c'est effectivement, ça. C'est c l'intérêt du coup donc c'est vraiment la forme du produit qui est protégée parce que c'est perçu comme une marque. d'accord, OK. Bah, écoute, Clara, bah, c'était super intéressant. Voilà, ce que je vais faire, c'est que, pour les auditrices et les auditeurs, de l'épisode, j'espère que, ça vous a déjà plu. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre, en fait, les coordonnées donc, de Clara, dans le descriptif de l'épisode, pour que vous puissiez la contacter. Donc, si vous avez des questions, notamment par rapport, donc au dépôt de votre marque ou autre, hein, par ailleurs, par rapport, en fait, à la propriété intellectuelle. Voilà et puis, je vous remercie beaucoup donc, pour votre, écoute et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir et puis merci Estelle, du coup, pour cet accueil. Merci, de rien Clara, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.